L'appel est tombé à 6h47 un mardi matin. J'étais déjà réveillé, savourant ma deuxième tasse de café tout en regardant la neige tomber par la fenêtre de ma cuisine à Lyon. Le numéro sur mon téléphone affichait le nom de mon frère, Julien. Nous ne nous étions pas parlé depuis 3 semaines, pas depuis notre dernière visite tendue à l'EHPAD de maman. Marc, sa voix avait cette fausse solennité qui m'a immédiatement mis sur les nerfs. J'ai des nouvelles difficiles. Maman s'est éteinte la nuit dernière, paisiblement dans son sommeil. J'ai posé ma tasse de café, mes mains soudainement tremblantes. Quoi? Quand? J'avais justement prévu d'aller la voir aujourd'hui. L'enterrement est vendredi, a-t-il continué, me coupant la parole. Son ton a changé, devenant presque bureaucratique. J'ai déjà fait les arrangements nécessaires. Oh, et Marc, à propos de la succession de maman, le testament est très clair. Tout me revient. La maison, le chalet à Annecy, ses investissements, tout. Tu n'as rien. Ne pense même pas à contester. Puis il a raccroché. Je suis resté là, dans ma cuisine, fixant le téléphone avec incrédulité. Ma mère était morte, comme ça, et la priorité absolue de Julien était de m'informer que je ne recevrais rien. Pas de « je suis désolé », pas de « elle est partie sereinement », juste une menace de ne pas contester le testament. Quelque chose clochait terriblement. Laissez-moi revenir en arrière. Je m'appelle Marc Harrison. J'ai 64 ans, je suis un ingénieur en génie civil à la retraite qui a passé 40 ans à concevoir des infrastructures à travers la région Rhône-Alpes. Ma femme, Catherine, est décédée il y a 3 ans d'un cancer. Nous avons une fille, Léa, qui a maintenant 28 ans et travaille comme biologiste marine à Biarritz. Après le décès de Catherine, je me suis jeté dans le bénévolat et je suis resté très proche de maman. Elle avait été mon roc pendant mon deuil. Mon frère Julien a 4 ans de moins, 58 ans. Nous avons grandi assez proches, jouant au foot dans l'allée de notre ancienne maison de Villeurbanne. Mais à l'âge adulte, nous nous sommes éloignés. Julien est devenu agent immobilier, a épousé Sandrine, a eu 2 enfants. En surface, tout semblait aller bien, mais j'avais remarqué des choses au fil des ans. Julien courait toujours après la prochaine grosse affaire, étant toujours à la limite financièrement. Son entreprise avait connu des périodes difficiles. Il y avait des conversations à voix basse lors des dîners de famille sur des investissements qui avaient échoué, sur Sandrine faisant des gardes doubles en tant qu'infirmière pour les maintenir à flot. Notre mère, Hélène Harrison, avait 85 ans et avait été vive comme l'éclair toute sa vie. Ancienne institutrice à la retraite, elle pouvait encore réciter des poèmes de mémoire et battre n'importe qui au Scrabble. Elle vivait de manière indépendante dans sa maison d'Écully jusqu'à il y a environ 9 mois, quand Julien l'a convaincue qu'elle avait besoin d'une aide supplémentaire. Il a suggéré de devenir son mandataire pour gérer les factures et les rendez-vous médicaux. Maman hésitait, mais Julien était persuasif, après tout, c'était son petit dernier. C'est là que tout a changé. Quelques semaines après que Julien a obtenu la procuration, maman a soudainement été diagnostiquée avec une démence sévère. Julien l'a installée dans une maison de retraite, la résidence Les Glycines, affirmant qu'elle ne pouvait plus vivre seule. Quand je lui ai rendu visite, j'ai été choqué. Ma mère, autrefois si vibrante et spirituelle, était assise dans un fauteuil, le regard vide. Elle ne me reconnaissait pas. Elle parlait à peine. Quand elle le faisait, c'était confus, fragmenté. Est-ce vraiment possible? Avais-je demandé à son médecin, le docteur Jean-Pierre Vallon. Elle allait bien il y a 2 mois. La démence peut progresser très rapidement dans certains cas, avait-il dit avec assurance. Le déclin cognitif chez les patients de son âge peut être assez soudain. Mais cela ne me semblait pas juste. Je rendais visite à maman 3 fois par semaine malgré tout. Même quand elle ne savait pas qui j'étais, je lui tenais la main, je lui parlais de Léa, des projets sur lesquels je travaillais en tant que bénévole. Julien venait aussi, mais moins fréquemment. Quand il le faisait, il semblait toujours pressé, vérifiant sans cesse sa montre. Maintenant, debout dans ma cuisine avec les paroles de Julien résonnant encore dans mes oreilles, j'ai réalisé ce que j'avais été trop aveugle pour voir. Ce n'était pas le chagrin qui parlait, c'était la cupidité. J'ai appelé la résidence Les Glycines immédiatement. J'appelle au sujet de ma mère, Hélène Harrison, ai-je dit quand quelqu'un a fini par décrocher. Je viens d'apprendre qu'elle est décédée la nuit dernière. Il y a eu une pause. Je suis désolé, monsieur Harrison,
mais je n'ai aucune trace de cela. Laissez-moi vérifier sa chambre. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Quelques minutes plus tard, l'infirmière est revenue en ligne. Monsieur, votre mère va très bien. Elle est en train de prendre son petit déjeuner en ce moment même. Y a-t-il une confusion? Je me suis assis lourdement. Pouvez-vous me rendre un service? Ne dites à personne que j'ai appelé, surtout pas à mon frère. J'ai raccroché et j'ai immédiatement composé le numéro de ma fille. Léa a répondu à la 3e sonnerie, l'air inquiète. Papa, il est à peine 7 heures du matin là-bas. Qu'est-ce qui ne va pas? Ton oncle vient de me dire que grand-mère était morte, mais ce n'est pas le cas. Elle est vivante. Léa, je pense que Julien essaie de voler son héritage. Il y a eu un silence, puis, papa, c'est de l'abus de faiblesse. C'est une fraude. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas encore, mais je dois tirer ça au clair rapidement. Il a dit que l'enterrement était vendredi. C'est dans 3 jours. Après avoir parlé à Léa, j'ai passé la matinée à passer des appels. D'abord, j'ai contacté un avocat avec qui j'avais déjà travaillé sur un litige de contrat de construction, Maître Robert. J'ai expliqué la situation. Marc, c'est grave, a dit Robert. Si ton frère a une procuration et qu'il présente faussement l'état de ta mère ou détourne ses actifs, on parle de poursuite pénale. Mais tu as besoin de preuves. Des preuves solides. Ensuite, j'ai engagé une détective privée, Sarah. Elle est venue chez moi cet après-midi-là, une femme d'une 40aine d'années au regard aiguisé, avec des mèches grises dans ses cheveux sombres. Depuis combien de temps votre frère a-t-il la procuration? A-t-elle demandé en prenant des notes. 9 mois, juste après que maman a prétendument développé sa démence. Et avant cela, votre mère était-elle lucide? Complètement. Elle faisait du bénévolat à la bibliothèque, jouait au bridge 2 fois par semaine. Puis, soudainement, elle ne se souvenait plus de son propre nom. Sarah a hoché la tête. J'ai déjà vu des cas comme celui-ci. Donnez-moi 48 heures. Je vais découvrir ce qui se passe avec les finances de votre mère. Ce soir-là, je suis allé aux Glycines. Je ne leur ai pas dit que je venais. Quand je suis arrivé à la chambre de maman, elle était assise dans son fauteuil habituel près de la fenêtre, regardant le ciel s'assombrir. Ses cheveux gris étaient clairsemés maintenant, son visage plus ridé que dans mes souvenirs. Mais quelque chose en elle semblait différent ce soir. Moins droguée, plus présente. Maman, ai-je dit doucement, tirant une chaise à côté d'elle. Elle s'est tournée lentement, ses yeux bruns familiers rencontrant les miens. Il y avait quelque chose dedans. De la reconnaissance, ou est-ce que j'imaginais? C'est moi, Marc, ton fils. Elle a cligné des yeux, sa bouche remuant comme si elle voulait dire quelque chose. Mais une infirmière est entrée pour vérifier ses constantes, et le moment s'est envolé. Je suis rentré chez moi sous la neige, l'esprit en ébullition. Qu'est-ce que Julien préparait? Un faux enterrement pour convaincre tout le monde que maman était morte. Et après? Transférer tous ses actifs pendant que tout le monde la pensait disparue? C'était de la folie. C'était aussi, je le réalisais, potentiellement brillant d'audace. Sarah m'a appelé le lendemain matin. Marc, vous devriez vous asseoir. Je me suis assis à ma table de cuisine, le téléphone pressé contre l'oreille. Votre frère a été très occupé. Au cours des 8 derniers mois, il a transféré environ 280 000 € des comptes de votre mère vers les siens. Il a vendu son chalet à Annecy à une société écran, que je suis encore en train de tracer, mais je soupçonne qu'il est derrière tout ça. Il a également utilisé ses cartes de crédit. Et Marc, le médecin qui a diagnostiqué la démence de votre mère, le docteur Jean-Pierre Vallon, a fait ses études avec votre frère. Ils sont amis depuis 30 ans. J'ai eu la nausée. Donc, la démence de maman pourrait être induite par des médicaments. Si on lui prescrit trop de sédatifs ou d'antipsychotiques, cela expliquerait le déclin cognitif soudain et le comportement absent. C'est presque une tentative de meurtre. C'est ce que nous devons prouver. J'obtiens des copies de ces dossiers médicaux, mais cela prend du temps. En attendant, je vous suggère de retourner voir votre mère. Documentez tout. Enregistrez les conversations avec votre frère si vous le pouvez. Cet après-midi-là, j'étais de retour aux Glycines.
J'avais apporté mon téléphone, prêt à enregistrer tout ce qui serait suspect, mais quand je suis arrivé à la chambre de maman, elle était vide. Une infirmière que je ne connaissais pas changeait les draps. « Où est ma mère ?» ai-je demandé, la panique montant. « Oh, monsieur Harrison, votre frère l'a emmené faire un tour en voiture. Il a dit qu'elle avait besoin de prendre l'air. Mon sang n'a fait qu'un tour. » Quand ? Il y a environ 1 heure. J'ai couru au parking, mais la Mercedes noire de Julien était déjà partie. J'ai essayé de l'appeler. Pas de réponse. J'ai appelé 5 fois. Rien. Enfin, 3 heures plus tard, ils sont revenus. Julien aidait maman à sortir de la voiture, la soutenant alors qu'elle traînait les pieds vers sa chambre. Elle avait l'air épuisée, confuse. Julien m'a vu attendre dans le couloir. « Marc » a-t-il dit, ne prenant même plus la peine de cacher son agacement. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu as dit que maman était morte hier. Pourtant, elle est là. » Il a eu l'audace de rire. « Oh, ça. Oui. Désolé pour la confusion. Je voulais te rappeler. Fausse alerte. Maman a eu un mauvais épisode hier et j'ai cru que... Enfin, tu sais, ces choses arrivent avec la démence. Où l'as-tu emmenée aujourd'hui ? Juste faire un tour. Elle aime sortir. Vraiment ? Parce qu'elle a l'air de pouvoir à peine tenir debout. Lâche-moi, Marc. Sa voix a baissé d'un ton, est devenue plus dure. Je suis son mandataire. C'est moi qui prends les décisions concernant ses soins, pas toi. Tu veux contester ça ? Prends un avocat. Il m'a bousculé, aidant maman à entrer dans sa chambre. Par l'entrebâillement de la porte, je l'ai regardé l'installer dans son fauteuil, lui parlant à voix basse. Puis il est parti, sans même me regarder. J'étais sur le point de partir quand mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Allô ? Silence. Puis un murmure. Une voix de femme, faible et éraillée. Marc. Oui. Qui est-ce ? Marc. C'est moi. La voix était si basse que j'ai dû presser le téléphone contre mon oreille. Qui ? C'est ta mère. Je me suis figé. Ce n'était pas possible. Maman était juste là dans sa chambre et cet appel provenait d'eux. J'ai vérifié l'écran, un numéro masqué. Marc, écoute attentivement. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je veux que tu viennes dans ma chambre ce soir, tard, après 22 heures. Assure-toi que Julien n'est pas là. Et Marc, ne parle de cet appel à personne. La ligne a coupé. Je suis resté sur le parking, la neige tombant autour de moi, fixant mon téléphone comme s'il s'était transformé en quelque chose d'extraterrestre. C'était impossible. Maman ne pouvait pas m'avoir appelé. Elle pouvait à peine aligner 2 mots. Et pourtant cette voix, bien que chuchotée et tendue, ressemblait à la sienne, la vraie maman, la femme vive et lucide que j'avais connue toute ma vie. J'ai attendu dans ma voiture jusqu'à après 22 heures, observant la maison de retraite. La Mercedes de Julien était partie depuis longtemps. L'équipe de nuit était en place, juste un effectif réduit. J'ai utilisé mon code pour entrer par la porte latérale et je me suis dirigé vers la chambre de maman. Elle était assise dans son lit, les lumières tamisées. Quand je suis entré, elle s'est tournée vers moi, et dans la pénombre, j'ai vu ses yeux, clairs, concentrés, complètement lucides. « Ferme la porte », a-t-elle dit d'une voix normale. Pas le marmonnement confus que j'entendais depuis des mois. Une voix normale, forte. J'ai fermé la porte, les mains tremblantes. Maman, quoi ? Assieds-toi, mon chéri. Nous devons parler et nous n'avons pas beaucoup de temps. J'étais complètement sidéré. Est-ce que tu vas bien ? Qu'est-ce qui se passe ? Ma mère, que je pensais perdue dans le brouillard de la démence, m'a souri. Elle a vraiment souri, avec cette expression malicieuse que je me rappelais de mon enfance quand elle nous surprenait, Julien et moi, en train de voler des biscuits avant le dîner. Je vais bien, Marc. J'ai été bien tout ce temps. Mais la démence, le diagnostic. Tu ne me reconnaissais même pas. Parce que je faisais semblant. La pièce a semblé vaciller.
Faire semblant? Elle a tendu la main et a pris la mienne. Sa prise était ferme, assurée, rien à voir avec les mains faibles et tremblantes que j'avais tenues pendant des mois. Marc, j'ai 85 ans. J'ai beaucoup réfléchi à la mort, à ce qui se passera quand je ne serai plus là. Et j'ai réalisé que j'avais besoin de savoir quelque chose. J'avais besoin de savoir lequel de mes fils s'occuperait réellement de moi. Pas pour mon argent, pas pour l'héritage, mais parce qu'il m'aimait. Alors, tu as simulé une démence pour nous tester? Quand Julien a suggéré de devenir mon mandataire, j'y ai vu une opportunité. J'ai accepté, mais j'ai aussi consulté mon propre avocat, quelqu'un que Julien ne connaît pas. J'ai placé la plupart de mes actifs dans une fiducie irrévocable des semaines avant que Julien n'obtienne la procuration. Les comptes auxquels il a accès. Je n'y ai laissé que ce qu'il fallait pour voir ce qu'il ferait. Je n'arrivais pas à intégrer tout cela. Maman, c'est. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Ses yeux sont devenus tristes. Parce que je devais vous tester tous les deux. Je devais voir qui viendrait me voir quand je ne pourrais rien donner en retour. Qui me tiendrait la main même quand je ne savais plus leur nom. Et Marc, tu es venu 3 fois par semaine. Tu t'es assis avec moi. Tu m'as parlé. Même quand je faisais semblant de n'avoir aucune idée de qui tu étais. Des larmes coulaient sur mon visage. Mais bien sûr que je suis venu. Tu es ma mère. Je le sais maintenant. Mais Julien. Elle a secoué la tête. Julien a échoué, Marc. Pire que ce que j'aurais pu imaginer. J'ai tout documenté. Chaque fois qu'il est venu me forcer à signer des papiers. Chaque fois qu'il s'est mis en colère quand je jouais la confuse. Chaque fois qu'il a pris quelque chose dans cette pièce en pensant que je ne le remarquerais pas. J'ai tout enregistré. Les 280 000 euros. Il les a pris sur les comptes que j'avais laissés accessibles. Je l'ai laissé creuser sa propre tombe. Maman, il m'a dit que tu étais morte. Il prévoit un enterrement pour vendredi. Elle a hoché la tête. Je sais. Il me l'a dit aujourd'hui pendant notre promenade en voiture. Il a dit que j'allais avoir un accident, que je partirais paisiblement. Il voulait que j'accepte de signer des papiers d'abord, transférant tout le reste, mais j'ai refusé, j'ai joué la confuse. Il manque de temps et il le sait. C'est de la folie. C'est dangereux. Nous devons appeler la police tout de suite. Non, pas encore. Maître Robert, ton avocat. Il est aussi mon avocat depuis 1 mois. Nous avons un plan, mais j'ai besoin que tu me fasses confiance, Marc. Peux-tu faire ça? J'ai serré sa main. Toujours. Au cours des 2 jours suivants, nous avons tout mis en place. Robert a fait intervenir la police, mais discrètement. Ils ont accepté de laisser le plan de maman se dérouler pour prendre Julien en flagrant délit avec des preuves irréfutables. Nous avons installé des caméras cachées dans la chambre de maman, des petites choses de la taille d'un bouton. Nous nous sommes coordonnés avec le personnel de la maison de retraite, ceux en qui nous pouvions avoir confiance. Et maman a continué son acte, jouant la patiente confuse et déclinante dès que Julien était dans les parages. Julien est venu 2 fois de plus. Une fois pour apporter des papiers à maman pour qu'elle les signe, des documents de transfert pour sa maison. Maman a gribouillé quelque chose d'illisible, faisant semblant de ne pas comprendre. La frustration de Julien était visible, à peine contenue. Signe simplement clairement, maman, disait-il entre ses dents serrées. J'essaie de t'aider. La 2e fois, jeudi soir, il a apporté une seringue. J'ai regardé les images vidéo plus tard et cela m'a rendu physiquement malade. Il a dit à maman que c'était ses médicaments, mais nous les avons fait tester plus tard. C'était une dose massive de sédatifs, assez pour endormir un cheval. Maman a fait semblant de les prendre mais a caché les pilules. Demain, a dit Julien en lui lissant les cheveux. Demain, tu seras enfin en paix, maman. Plus de souffrance. Vendredi matin est arrivé. Julien avait réservé les pompes funèbres du centre. Il avait envoyé des avis, appelé des parents. Des cousins que je n'avais pas vus depuis des années m'ont appelé pour me présenter leurs condoléances. J'ai joué le jeu, j'ai dit, oui, l'enterrement est à 14 heures. Oui, c'était très soudain. Le funérarium était plein à craquer. Julien avait fait les choses en grand, des fleurs partout,
une grande photo de maman d'il y a 20 ans à l'avant de la salle. Il avait même écrit une notice nécrologique pleine de mots fleuris sur sa « mère bien-aimée », partie, après une longue maladie. J'étais assis au premier rang avec Léa, qui avait pris l'avion le matin même. Julien était assis de l'autre côté de l'allée avec Sandrine et leurs enfants. Son visage était composé, convenablement affligé. Sandrine n'arrêtait pas de lui toucher le bras pour le réconforter. Ses enfants avaient l'air sincèrement tristes, ils aimaient leur grand-mère. À 14 heures précises, Julien s'est levé pour prononcer l'éloge funèbre. Il s'est dirigé vers le pupitre, a ajusté le micro et a commencé à parler. Nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer la vie d'Hélène Marguerite Harrison, née le 14 février 1939, décédée le 7 janvier 2025. Maman était une femme incroyable, une institutrice qui a formé de jeunes esprits pendant 35 ans, une mère qui a toujours fait passer ses enfants en premier. Et dans ces derniers mois, elle m'a fait confiance pour m'occuper d'elle. Elle savait que je protégerais ses intérêts, que je gérerais ses affaires et que je veillerais à son confort. Il s'est interrompu, sa voix se brisant sous une émotion que je savais maintenant être totalement feinte. Maman m'a toujours préféré, a-t-il continué. Elle me l'a dit tellement de fois. Elle savait que j'étais le plus responsable, celui qui s'occuperait de tout. Elle voulait que j'aie sa maison, son chalet, tout ce pourquoi elle avait travaillé, parce qu'elle me faisait confiance pour l'utiliser judicieusement pour prendre soin de la famille. Je me suis levé, et toutes les têtes dans la salle se sont tournées. C'est intéressant, Julien, ai-je dit d'une voix forte. Tu veux dire à tout le monde où se trouve réellement maman en ce moment? Une confusion a parcouru la salle. Le visage de Julien est devenu livide. Marc, assieds-toi. Ce n'est pas le moment. Où est le corps, Julien? Où est le corps de maman? Elle est en train d'être crématisée. Nous en avons discuté. Vraiment? Parce que j'ai appelé le crématorium. Ils ne l'ont pas. Sandrine a attrapé le bras de Julien. Julien, de quoi parle-t-il? Les portes au fond du funérarium se sont ouvertes. Chaque personne dans la salle s'est retournée et là, encadrée dans l'embrasure, se tenait ma mère. Elle est entrée lentement, utilisant un déambulateur, mais son dos était droit et ses yeux étaient vifs. Derrière elle, 2 policiers en uniforme suivaient. La salle a explosé. Les gens se sont levés, suffocants. Quelqu'un a crié. La fille de Julien a fondu en larmes. Maman s'est frayé un chemin dans l'allée. Quand elle a atteint Julien, elle s'est arrêtée. « Bonjour, mon fils », a-t-elle dit clairement. « Je ne suis pas morte, mais ton héritage l'est. » La bouche de Julien s'ouvrait et se fermait comme celle d'un poisson. « Maman. Tu es confuse. Tu es malade. C'est une erreur. » Je ne suis pas confuse, Julien. J'ai tout enregistré au cours des 8 derniers mois. Chaque menace, chaque vol, chaque fois que tu as essayé de me faire signer des documents pour transférer mes biens, chaque fois que tu m'as droguée pour me garder soumise. Elle s'est tournée vers la foule assemblée. Beaucoup pleuraient maintenant, certains de soulagement, d'autres de choc. Je suis désolé de vous avoir tous trompés, a dit maman. Mais je devais connaître la vérité. Je devais voir ce que mon fils ferait s'il me pensait impuissante. Et ce que j'ai découvert m'a brisé le cœur. L'un des policiers s'est avancé. Julien Harrison, vous êtes en état d'arrestation pour abus de faiblesse, vol de plus de 5 000 €, fraude et tentative de fraude à la succession. Vous avez le droit de garder le silence. Julien a essayé de s'enfuir. Il a réellement tenté de bousculer le policier et de courir vers la porte, mais il n'a fait que 3 pas avant d'être plaqué au sol et menotté. Ses enfants sanglotaient. Sandrine restait figée, son visage comme un masque d'horreur. Alors qu'ils emmenaient Julien, il a crié vers maman, « Je suis ton fils. Tu ne peux pas me faire ça. J'avais besoin de cet argent. » Maman l'a regardé partir, des larmes coulant sur ses joues, mais sa voix était ferme quand elle a parlé. « Tu étais mon fils, mais tu as cessé d'être mon enfant au moment où tu as décidé que ma vie valait moins que mon compte en banque. » La procédure judiciaire a pris des mois. Julien a d'abord essayé de contester les charges, prétendant que maman était réellement incompétente et qu'il essayait seulement de l'aider, mais les preuves étaient accablantes. Les images vidéo de lui essayant de la forcer à signer des documents. Les enregistrements audio de ses menaces. Les relevés bancaires montrant le vol.
Le témoignage du docteur Vallon, après qu'il a obtenu l'immunité, sur la façon dont Julien l'avait poussé à prescrire des médicaments inutiles. Finalement, Julien a plaidé coupable. Il a été condamné à 5 ans de prison, a reçu l'ordre de rembourser les 280 000 € qu'il avait volés, plus 50 000 € d'amende. Il a perdu sa licence d'agent immobilier de façon permanente. Sandrine a divorcé et a obtenu la garde exclusive des enfants. Ils étaient dévastés, mais Léa et moi avons essayé de rester présents dans leur vie, d'être la famille stable dont ils avaient besoin. Le docteur Vallon a perdu sa licence médicale pour avoir sciemment prescrit des médicaments dangereux à une patiente âgée sans évaluation appropriée. L'ordre des médecins n'a pas été clément. Quant à maman, elle a emménagé dans un petit appartement près de chez moi. Elle en avait fini avec la grande maison et l'entretien. Elle voulait être proche de la famille, de Léa quand elle venait nous voir, et de moi. Nous dînions ensemble 2 fois par semaine. Elle est redevenue bénévole, cette fois dans un centre de prévention contre l'abus des personnes âgées, partageant son histoire pour aider les autres à reconnaître les signes d'alerte. Nous avons créé le fonds Hélène Harrison pour la protection des aînés avec une partie de l'argent que Julien a dû restituer. Il fournit une assistance juridique aux seniors luttant contre les abus financiers et finance des programmes éducatifs sur les responsabilités des mandataires. Un soir, environ 1 an après tout cela, maman et moi étions assis sur ma terrasse, regardant une autre chute de neige lyonnaise. Elle tenait une tasse de thé, enveloppée dans une couverture épaisse. « Est-ce que tu le regrettes parfois ?» ai-je demandé. « La façon dont tu nous attestais ?» Elle est restée silencieuse un long moment. « Je regrette que ce soit devenu nécessaire. Je regrette que mon propre fils ait pu faire ce qu'il a fait. Mais Marc, je ne regrette pas d'avoir découvert la vérité. Je devais savoir qui m'aimerait quand je n'aurais plus rien à donner. Tu m'as donné tout ce qui comptait. J'ai dit, tu m'as appris l'intégrité. Tu m'as appris que faire ce qui est juste compte même quand c'est difficile, surtout quand c'est difficile. » Elle a souri, tendant la main pour serrer la mienne. « Et c'est pour ça que tu as réussi le test. Pas seulement parce que tu me rendais visite, même si cela comptait. Mais parce que même quand tu pensais que je n'étais plus là, même quand tu pensais ne rien recevoir, tu t'es battu pour ce qui était juste. Tu n'as pas laissé Julien s'en tirer. Tu m'as protégé même quand je ne pouvais pas me protéger moi-même. C'est ce que fait la famille. La vraie famille, oui, mais le sang ne fait pas de toi une famille, Marc. C'est l'amour qui le fait. C'est le choix. C'est d'être présent. Julien était de mon sang, mais il a cessé d'être ma famille au moment où il a décidé que je n'étais qu'un actif à liquider. Nous nous sommes assis dans un silence confortable, regardant la neige s'accumuler sur la clôture et les arbres nus. À l'intérieur, j'entendais mon téléphone vibrer. Léa, probablement, appelant de Biarritz pour notre échange hebdomadaire. L'avocat de maman, peut-être, avec des nouvelles sur le fond caritatif. La vie continuait. Maman m'a regardé, ses yeux toujours vifs et clairs. Tu sais ce qui est le plus triste ? Quoi ? Si Julien avait simplement demandé, s'il avait été honnête sur ses problèmes financiers, je l'aurais aidé. Pas pour tout, pas pour encourager ses mauvais choix, mais je l'aurais aidé. Au lieu de cela, il a choisi de voler. Il a choisi de me traiter comme si j'étais déjà morte. Et ce choix lui a tout coûté. Je ne savais pas quoi répondre à cela, alors j'ai simplement tenu sa main. Cette femme remarquable qui m'avait appris plus sur la force et la dignité au cours de l'année écoulée qu'en toutes les années précédentes. Elle avait survécu à la trahison de son propre fils, orchestré son propre sauvetage et en était ressortie déterminée à aider les autres. C'est ça, la famille, la vraie. Ce n'est pas une question de sang. Ce n'est pas une question d'héritage. C'est une question d'être là. C'est d'aimer quelqu'un même quand il ne peut rien vous rendre. C'est se battre pour ce qui est juste, même si cela signifie s'opposer à son propre frère. Julien a fait ses choix. Il a choisi la cupidité plutôt que l'amour. Il a choisi le vol plutôt que l'intégrité. Et il en paie le prix, pas seulement en temps de prison, mais dans la perte du respect de ses enfants, de sa femme, de sa carrière et de l'amour de sa mère. Quant à moi, j'ai reçu quelque chose de bien plus précieux que n'importe quel héritage. J'ai eu plus d'années avec ma mère, de vraies années, où nous pouvions parler, rire et guérir. J'ai acquis la certitude que, mis à l'épreuve, j'ai fait ce qu'il fallait. Et j'ai eu la chance de faire partie de quelque chose de plus grand,
en aidant d'autres familles à éviter ce que nous avons traversé. Le sang n'excuse pas la trahison. La vraie famille protège les plus vulnérables. Et parfois, la chose la plus courageuse qu'une femme de 85 ans puisse faire est de prétendre être impuissante juste pour découvrir qu'il aidera quand elle ne pourra plus s'aider elle-même. C'est ce que j'ai appris d'Hélène Harrison, ma mère, mon héroïne, la femme qui m'a appris que la dignité compte plus que les billets de banque, et que le véritable amour se manifeste même quand il n'y a rien à gagner.